Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Nous sommes jeudi, il est 14 h. Bienvenue tout le monde dans Parlons économie. C'est en direct sur Radio Lac et c'est quand vous le souhaitez. Consommation libre et gratuite sur onetv.ch. Plein de beaux sujets encore une fois cette semaine. On va reparler économie d'énergie. On a quand même perdu 10 degrés en quelques jours. C'est normal, c'est encore l'hiver. Alors est-ce que les économies d'énergie de cet hiver étaient-elles suffisantes pour l'hiver prochain? Après cet hiver, il y a le suivant. On va se poser la question un petit peu plus tard dans cette émission. Nous allons également nous intéresser à nos ressources. Est-ce qu'on peut vraiment consommer sans ruiner nos ressources? Mais a priori, oui, la consommation responsable, durable et locale, c'est possible, notamment chez Organi. Ça sera l'un de nos sujets de cette émission. J'aimerais accueillir également autour de la table la directrice du département politique de la CCIG. Bonjour Nathalie Ardine. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. Je rappelle cet événement pour la CCIG le 7 mars avec des candidats, des candidates au Conseil d'État qui seront là, qui seront présents. Oui, effectivement, la Chambre a procédé à un sondage auquel ont répondu tous les candidats au Conseil d'État. L'objectif de l'opération, c'était de voir quels étaient les candidats les plus proches des préoccupations des entreprises genevoises. Et 7 candidats sont arrivés, si on peut dire, en tête. Et donc, ils sont invités la semaine prochaine déjà à échanger avec les entrepreneurs genevois. Donc, on a déjà beaucoup de monde. C'est au Forum Genève. Et venez nombreux, c'est à partir de 18h30. Et ce jusqu'à 21h. Les informations sur le site de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Notre premier invité, le voici, c'est parti. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Quels enjeux autour de l'initiative contre les privilèges fiscaux du 12 mars? Bonjour Viken Beramian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO et cofondateur de Cryptolex, entreprise qui veut recréer la confiance dans les transactions humaines et reconquérir la confiance des consommateurs. Mais on ne va pas parler de Cryptolex aujourd'hui. Nous allons parler de cette initiative populaire. Supprimons les privilèges fiscaux des gros actionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Premièrement, déjà, le mot gros actionnaire est vraiment un mot qui peut prêter à confusion. Je pense que ça a été fait exprès. Dans les livres de Roald Dahl, on veut enlever le terme gros, cela dit. Oui. Écoutez, si vous me regardez bien, je ne fais pas partie des minces non plus. À la radio, ça ne se voit pas. Justement, c'est pour ça que je me lance ma propre fleur. Alors, donc, moi, je suis entrepreneur. Ça veut dire que j'ai créé une société, j'ai co-créé une société qui s'appelle Cryptolex, et une autre société qui s'appelle Field Solutions. Et quand vous créez une société et vous commencez avec tout le risque de cette création-là, vous n'avez aucun filet de sauvetage de quoi que ce soit, et qu'après, vous êtes l'employé de votre propre société, et que cette société réussit. Et que après, vous voulez distribuer des dividendes de la richesse que vous-même vous avez créée à travers votre société. Est-ce que vous êtes considéré comme gros actionnaire ou est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un qui a pris tous les risques au début et qui mérite d'être rémunéré après? Moi, je ne suis pas un actionnaire de Nestlé, ni un actionnaire de Novartis, ni un actionnaire des plus grands groupes. Mes sociétés ne sont pas cotées, c'est des toutes petites sociétés. Et je pense que cette approche-là, qui a été adoptée avec cette initiative, peut vraiment prêter à confusion et va faire des dommages très directs à l'économie genevoise. Cependant, et moi je ne suis pas là évidemment pour donner de conseils politiques, je suis simplement l'empêcheur de voter en rond. On le sait, les dividendes ont pris l'ascenseur, ils ont croît 10 fois plus vite que les salaires, que les retraites. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça aussi alors ? De dire, il y a d'un côté quelque chose qui stagne un peu et de l'autre, un gain exponentiel. Oui, alors tout dépend qui vous êtes en train de taxer. Si vous êtes en train de taxer un entrepreneur qui a créé cette richesse-là, qui a créé ces employeurs, qui a développé le tissu économique genevois, je pense que vous vous trompez de cible. Si vous voulez taxer des grosses fortunes parce que les dividendes, là, à ces niveaux-là, dans des groupes cotés, ça, c'est un autre débat. Mais par contre, taxer des entrepreneurs qui ont créé toute cette richesse eux-mêmes, taxer une petite boulangerie, une petite menuiserie, une petite start-up comme la mienne, qui a créé tout ça, qui a créé des emplois, et après lui taxer encore les dividendes, au lieu de lui dire merci pour ce que vous êtes en train de faire pour le développement du tissu genevois, je trouve ça particulièrement injuste. Donc pour vous, et d'un mot, ce que je voudrais qu'on entende aussi, Nathalie Ardine, pour vous, en fait, on met toutes les entreprises dans le même panier ? C'est ça ? Pas seulement les entreprises. En fait, on est en train de mélanger beaucoup de choses sous cette
prononciation trompeuse qu'est la solidarité, on est en train de mélanger beaucoup de choses, malheureusement, pour des raisons démagogiques que je comprends bien des personnes qui ont initié qui ont fait cette initiative-là. Mais malheureusement, on ne reflète pas la réalité du terrain. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait, qu'on puisse savoir que 80% des emplois créés sur le canton de Genève sont créés par des petites et moyennes entreprises, comme tout modestement la mienne. Nathalie Ardine. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les dividendes sont déjà taxés. Oui. Ils sont déjà taxés. Merci de le rappeler. L'objectif de l'initiative, c'est de les taxer davantage, ce qui ferait de Genève le seul canton de Suisse qui taxerait les dividendes à hauteur de 100%. Et même dans l'OCDE, il n'y a pas de pays qui taxe les dividendes à hauteur de 100%. Surtout que ces dividendes, eh bien, ils sont taxés déjà plusieurs fois. L'entreprise, elle est taxée sur ses bénéfices. Le patron, s'il travaille dans son entreprise, il paye aussi l'impôt sur le revenu. Donc, s'il paye en plus 100% d'impôt sur ses dividendes, ça va faire effectivement beaucoup, beaucoup trop. Et le risque, c'est que ces personnes, au bout d'un moment, se disent on en a assez, tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse, et que justement, on se casse peut-être dans le canton de Vaud, parce que dans le canton de Vaud, les dividendes sont moins taxés. Ce que je voudrais encore dire, c'est que le Conseil d'État, qui est pourtant de gauche à Genève, il est contre cette initiative. Alors, le Grand Conseil est contre et notre gouvernement aussi. On va continuer de parler de tout cela parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai notamment trouvé quelques termes de Jean Batou dans la tribune de Genève. Mais ça sera dans quelques instants sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Nous continuons de nous intéresser à cette initiative. Supprimons les privilèges fiscaux des gros actionnaires. Nous voterons toutes et tous dessus le 12 mars. Viken Beramian, CEO et cofondateur de Cryptolex, est contre. Alors, j'ai trouvé des propos de Jean Batou dans la tribune de Genève, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Aujourd'hui, 70% des bénéfices nets des sociétés suisses sont appropriés par leurs actionnaires contre 30% il y a 20 ans. Est-ce que finalement, la question n'est pas de savoir s'il faut taxer plus, taxer moins, etc., mais de dire il faut que l'argent qui est dégagé d'une entreprise retourne automatiquement dans l'entreprise et pas forcément complètement dans les poches de ses actionnaires. Est-ce que ça, on peut l'entendre ? Oui, alors je vais vous donner un exemple concret de Cryptolex. Depuis qu'on a créé Cryptolex, tout l'argent qu'on a fait a été réinvesti dans la société pour développer justement la société, parce qu'on est dans le domaine de la blockchain et de la technologie. Et si vous ne réinvestissez pas dans ce domaine-là, vous êtes à reculons. Donc, par définition, notre approche en tant qu'entrepreneur, c'est pas de gagner à court terme de l'argent et de sortir de l'entreprise, c'est carrément le contraire, de promouvoir et de réinvestir dans l'entreprise pour qu'elle puisse se développer. C'est ça l'idée d'un entrepreneur de base. Et admettons, demain, cette initiative passe, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous partez justement dans le canton de Vaud ou ailleurs ? Écoutez, premièrement, je suis un grand amoureux de cette belle République et de ce beau canton, et je suis plutôt de nature battant, donc je ne lâcherai pas. Mais par contre, c'est vrai que si cette approche et cette approche démagogique continue avec des initiatives et malheureusement on en voit plusieurs qui vont venir, qui peuvent encore plus affecter cet esprit entrepreneurial, cet esprit de création dont jouit Genève depuis des décennies et qui fait la beauté de ce canton. Oui, malheureusement, on sera obligé de penser à autre chose. Mais ça sera vraiment, comme on dit en bon français, the last bullet. Donc vraiment la dernière balle. Nathalie Ardine, on entend souvent quand on parle d'élection, il n'y a pas de plan B. Est-ce que c'est le cas à nouveau ici ? Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Il y a toujours un plan B, puisqu'on peut voter oui, on peut voter non, non ? Alors, la Chambre, comme les autres associations économiques et les partis qui vont du MCG à l'UDC en passant par le PLR et le Centre, eux recommandent aussi de voter non à cette initiative. Il n'y a pas de plan B, c'est vrai, parce qu'en fait, si on augmente à Genève la taxation des dividendes, dans les autres cantons, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se frotter les mains. Et au bout d'un moment, pour les entrepreneurs, et comme le disait monsieur, on ne parle pas des gros entrepreneurs, des gros actionnaires, eh bien...
Au bout d'un moment, certains vont partir. D'ailleurs, il y a certes déjà des contribuables qui quittent Genève. On dit Genève attire énormément. Certes, Genève attire, mais il y a aussi des contribuables qui partent. Et comme le dit très bien Nathalie Fontanet, on n'a pas besoin d'augmenter les impôts à Genève parce qu'on a assez de recettes fiscales à Genève pour assurer les prestations à la population. Donc, si on n'a pas besoin d'augmenter les impôts, c'est pas simple. On va pas le faire juste pour faire plaisir à Monsieur Batou. Mais alors, si demain, admettons, voilà, cette initiative ne passe pas, mais il y a une autre initiative qui consiste à dire, bon, celles et ceux qui sont bien nés et qui ont de l'argent chaque année parce qu'ils ont la qualité d'être actionnaires d'une entreprise familiale, bon, bah, eux, on les taxe. En revanche, les petits acteurs qui réinvestissent, là, on ne touche à rien. Est-ce que là, ce serait un discours qui serait différent à entendre? Je vous demande même pas si vous êtes pour ou contre, mais est-ce que ce serait un discours déjà très différent? Vous savez, le diable se cache dans les détails dans cette approche. L'idée est bonne. L'idée de faire, premièrement, l'idée de généraliser tout dans tous les domaines n'est pas une bonne approche. Je sais qu'on vit dans un monde qui est absolument maintenant, qui est devenu de plus en plus absolutiste, où on est blanc, où on est noir. Mais malheureusement, dans des approches pareilles, il faut voir les détails. Mais l'approche est bonne. Déjà, il y a une approche où on ne généralise pas et on ne classe pas les gens. Et on ne classe pas les gens avec des préjugés préétablis. Vous voyez, donc. Pardon, mais c'est quoi le préjugé? Actionnaire égale riche? Ouais, voilà, par définition. Entrepreneur égale riche. Actionnaire égale riche. Et le problème, c'est que la majorité des gens qui vous accusent n'ont jamais été entrepreneurs. Si moi, vous savez, il y a un grand livre de Nassim Taleb qui s'appelle Skin in the Game. Si ce que vous dites, vous ne mettez pas votre peau dans le jeu, ce que vous dites n'a aucune valeur. Et c'est comme ça que moi, je conçois les gens. Nathalie Ardine, je vais vous laisser le mot de la fin peut-être sur cette question. Je dirais que il faut arrêter d'essayer d'inventer de nouvelles manières de taxer les gens à Genève, parce qu'on le fait à Genève uniquement. Et à Genève, c'est pas une île, c'est un canton magnifique. Mais dans les autres cantons, la fiscalité est pour les entrepreneurs souvent plus attrayante. Et pas seulement pour les entrepreneurs si on va un petit peu plus loin que l'Aversoix. Donc il faut qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues à Genève. Franchement, et c'est pour ça que du côté de la Chambre, on recommande de voter non à cette initiative. Voilà donc maintenant quelques éléments pour vous faire une idée. Le plus important, je le dis à chaque fois, c'est de voter. Viken Beramian, vous êtes CEO, cofondateur de Cryptolex. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Peut-on vraiment consommer sans ruiner nos ressources? Bonjour Clarisse Piton. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Organi. Organi, c'est une boutique, ce qu'on appelle aujourd'hui en bon français un shop, bio, local, zéro plastique, dans un magasin qui se trouve à la Terrassière. Exactement. Organi, c'est un nouveau concept de supermarché, donc ouvert 6 jours sur 7 à Terrassière, à côté de Rives. Vous pouvez trouver en fait toutes vos courses hebdomadaires. On compte déjà 45 000 paniers vendus depuis octobre 2021, donc on est très contents. Notre offre, elle est à la fois bio, maximum local, plastic free et accessible. Alors vous devez vous demander comment on arrive à répondre à toutes ces promesses. Vous anticipez à ma question, Voilà. c'est à peu près ça. En fait, on a créé une marque enseigne, donc la marque Organi. Donc on vend des produits Organi dans un magasin Organi, dans des emballages Organi. Nous, on est plastic free, mais on fonctionne pas comme une boutique en vrac. On propose des produits emballés, sauf évidemment pour les fruits et des légumes. Pardon, mais c'est quoi pourquoi ne pas proposer du vrac alors? Alors, Est-ce que vous diriez pas au bout de votre concept avec ça? pour différentes raisons, le vrac, en fait, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut prévoir des contenants. Vous anticipez une de mes réponses, mais un autre point, c'est qu'en fait, 95% des Suisses aimeraient générer moins de déchets, et pour autant, il y a seulement 1% de consommation, même moins de 1% qui se fait en vrac. Donc le vrac, en fait, c'est pas la solution. Ça demande, certaines personnes y arrivent, mais ça demande vraiment une refonte des habitudes de consommation que tout le monde n'est pas prêt à faire. Moi, je voulais vraiment que les produits soient déjà sans plastique, sans aucun effort pour le consommateur. Donc, j'ai créé cette marque enseigne. Et en fait, tout est emballé soit dans des emballages qui sont biosourcés en cellulose de bois, donc innovants et compostables, soit dans un système de consigne, dans des bocaux, mais que vous achetez comme dans n'importe quel autre supermarché, dans des bocaux en verre. Comme on a une marque enseigne aussi, nous, on intègre vraiment le travail de marque et de distributeur. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'optimiser en fait aussi nos charges. Et c'est ça qui est assez nouveau dans le business model. Au lieu de mettre en concurrence 10 marques différentes de noisettes, par exemple, sur une étagère, nous, on vend une référence de noisettes qui est déjà présélectionnée pour vous, délicieuse.
Et puis ça fait qu'on optimise le chiffre d'affaires au mètre carré, parce que souvent le consommateur il achèterait qu'une des 10 marques. Nous, il va acheter que cette marque. C'est un ratio, c'est le fameux 20% des produits génèrent 80% du chiffre d'affaires, exactement. Et ça nous permet vraiment d'optimiser nos charges fixes et de fonctionner d'un point de vue business model. C'est ça vraiment la grosse différence d'Organi. Et puis comme on intègre la chaîne de valeur de marques et de distributeurs, on peut se combattre aussi, combattre sur les prix, proposer des prix compétitifs. Mais alors, si je vais dans une enseigne et que je garde votre exemple de la noisette, je vais avoir peut-être la noisette la plus proche de chez moi, puis la noisette la moins chère, celle qui a eu le moins de traitement. Je trouve laquelle alors chez Organi, puisqu'il n'y en a qu'une? Alors, je vais évidemment vous répondre la meilleure. Non, c'est-à-dire que la nôtre, elle est italienne. Gustativement, elle fait partie évidemment des meilleures espèces. Elle est la plus proche possible. On peut avoir des noisettes aussi de Turquie, par exemple, ou d'ailleurs. Donc, elle va vraiment déjà être présélectionnée. Et puis, comme on vend que ce type de noisettes, nous, on a un effet volume. Et puis, le consommateur n'a plus à comparer justement ces 10 marques de noisettes, à regarder au dos d'où elles proviennent, etc. Je suis assez impressionné parce qu'en règle générale, quand on discute avec des gens qui font des choses un peu comme Organi, ça répond toujours à l'un de ces besoins-là. Là, vous avez vraiment pensé, avec ce concept de marque-enseigne, à quelque chose en 360 degrés. Donc, il faut bien comprendre que c'est vous qui l'avez développé. Ce n'est pas une entreprise, américaine qui est venue s'implanter en Suisse. Oui. À la différence d'autres enseignes bio qu'on va peut-être pas citer, mais il y a d'autres grands magasins comme ça qui disent on fait du bio, mais qu'on trouve absolument partout. Alors moi, je venais pas du tout de la grande distribution, j'étais juste consommatrice et puis j'avais juste envie d'une marque qui réponde à toutes ces promesses. Donc je me suis dit que ça n'existait pas, donc j'allais le faire. Donc j'ai repensé toute la chaîne logistique pour qu'elle réponde déjà à tous ces produits. Alors on a quelques exceptions parfois sur le bio, il y a 3 exceptions sur 900 références chez Organi. Le maximum local, on a aussi des exceptions parce que quand c'est pas disponible en Suisse et qu'on a quand même besoin d'échapper aux pommes de terre, au topinambour l'hiver, il faut un moment un peu de variété. Donc vraiment, c'est le meilleur choix possible pour tenir dans le temps et avoir une consommation. Vous parliez des 80-20, moi j'utilise aussi souvent cette règle, c'est être à 80% parfait et puis 20% de un peu de variété où on va manger quand même des oranges, des amandes qui viennent de Sicile ou donc j'ai vraiment repensé toute la chaîne logistique pour que ça réponde au maximum et qu'on n'ait plus en tant que consommateur à faire cet effort, parce que souvent c'est nous qui portions la charge écologique, on devait comparer les produits, prévoir des contenants, et le distributeur ne faisait rien hormis nous bombarder encore de plus de produits en plastique. Un joli logo vert pour dire ou mettre un petit logo vert. Et en fait là, tout simplement, le produit il est déjà en amont pensé pour répondre à toutes ces promesses. Question très concrète, je ne sais pas si vous aurez de réponse, je préfère vous le dire tout de suite. J'étais une fois dans un je suis désolé, un grand magasin, je prends des framboises bio, c'est écrit bio dessus, je me dis super, framboises bio, j'aime bien ça. Une fois à la maison, je me rends compte que mes framboises bio viennent de Thaïlande, alors qu'il y a des framboises non bio, évidemment, qui viennent d'à côté de chez nous. Quel est le meilleur produit? Un pas bio à côté de chez moi ou un bio qui a fait 11 000 km? Alors c'est très compliqué, il y a plein d'éléments de réponse, de critères, il y a le point de vue écologique, sanitaire. Bon, alors un bio qui vient de Thaïlande, on peut déjà douter peut-être de la traçabilité et du respect des régulations. Ce ne sont pas les mêmes normes, exactement. D'ailleurs, nous en parlerons la semaine prochaine. Pas tout à fait les mêmes normes. Je dirais que par exemple pour la viande, je privilégierais une viande locale suisse plutôt qu'une viande bio qui vient d'ailleurs, clairement. Après sur les fruits et les légumes, j'insiste vraiment sur l'importance de manger bio et local. Mais d'abord bio, il y a une émission il n'y a pas longtemps, Temps présent, le nom est évocateur, fruits et légumes, cocktail de poison invisible. Aujourd'hui, manger des fruits et des légumes conventionnels, par la présence des pesticides de synthèse qui sont présents dedans, reviendrait presque à annihiler l'intérêt de manger des fruits et des légumes. On ne connaît même pas encore vraiment les impacts de ces produits sur notre corps. Donc, je dirais vraiment l'importance de manger, alors si possible, bio et local. Ensuite, pour mettre un peu de variété dans votre régime alimentaire, parce que ce que je dis souvent, c'est que pour être durable écologiquement, il faut aussi être durable sur quelque chose qu'on va tenir dans le temps. Donc, c'est 80% de bio local, 20% d'importation, orange ou autre, et puis quelques exceptions. Éviter, et quand vous mangez bio d'importation, moi je privilégierais quand même toujours des pays de l'Union européenne, évidemment. Kupun Kap, ça veut dire merci en thaïlandais, mais on n'a pas terminé ensemble. On va parler de tout cela encore dans quelques instants sur Radio Lac et sur One TV, évidemment, c'est Parlons Économie. Parlons Économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète.
Peut-on vraiment consommer sans ruiner nos ressources? On continue de s'intéresser à tout cela avec la fondatrice d'Organi à Genève à la Terrassière, c'est Clarisse Piton. Vous avez donc créé cette enseigne car c'est une enseigne entière avec bien des produits vendus sous la marque Organi. Ce système également d'emballage, parce que ce n'est pas du vrac, parce que c'est compliqué de faire du vrac, c'est ce que vous nous y expliquez. D'ailleurs, il fonctionne comment exactement ce système? On parle un peu de consignes, de choses comme ça. Alors la consigne, c'est l'une des grandes forces en fait du fait d'avoir une marque enseigne. Chez nous, pour le consommateur, ça se passe de manière assez indolore parce qu'en fait, vous achetez des produits comme dans n'importe quel supermarché. Une fois qu'ils sont vides, au lieu d'aller à la poubelle à verre, vous nous les rapportez. Vous n'avez pas payé de dépôt en fait à l'achat de 1 franc ou 2 francs, qui peut être parfois un frein au passage à la consigne. Mais en revanche, quand vous nous rapportez les bocaux qui sont vides, là, on vous donne un bonus, en fait, une réduction sur vos futurs achats. Nous, on les récupère les bocaux. Comme on a une marque enseigne, on a une homogénéité optimisée en fait des différents types de bocaux. On n'a que 7 ou 8 types de bocaux différents. Donc on les récupère, on les lave, on les redispatche très facilement en fait de manière logistique chez nos fournisseurs. Il faut savoir d'ailleurs que c'était un des points qui avait fait disparaître la consigne, c'était l'hétérogénéité des bocaux dans les supermarchés. Et le deuxième point, c'était aussi l'éloignement des producteurs, parce que ça faisait pas de sens de renvoyer des bocaux en Pologne pour qu'ils soient à nouveau remplis. Donc chez nous, comme on a des producteurs locaux, on leur redonne tout simplement lors de la prochaine livraison. Donc à nouveau, il n'y a pas d'aller-retour inutile. On leur redonne des bocaux qui lavent eux-mêmes ou alors qui font laver. Et puis, ils les re-remplissent, ils nous relivrent des produits qui sont remplis en consigne. La consigne, c'est vraiment un point très important que je souhaite souligner. C'est que, en fait, utiliser la consigne au lieu de casser un verre, le refondre à très haute température, c'est 80% moins énergivore, condition que ça soit fait dans un certain rayon de kilomètres, évidemment. Et en fait, un bocal, il peut être utilisé jusqu'à 50 fois. Donc, on vit quand même dans une société où on préfère casser un bocal juste pour se débarrasser du problème, casser un bocal, le refondre pour faire un bocal neuf plutôt que de faire appel à la consigne. Il y a plein de choses toutes belles. Je sais qu'il y a des bocaux en verre de yogourt où on utilise une colle spéciale, comme ça après on peut bien ne pas s'en resservir. Alors je dis pas que c'est le cas chez Organi, mais pour en avoir parlé avec quelqu'un qui est là-dedans, ça existe. Mais... Alors ça existe et malheureusement c'est pas fait exprès en fait, c'est que véritablement les résidus de colle ne sont pas enlevables. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye d'être très vigilant pour qu'on puisse vraiment réutiliser les contenants. Pour en revenir à Organi, si, admettons, alors je viens chez vous assez régulièrement, puis un jour, je sais pas, j'ai plus envie, ou je me sers moins de ces bocaux-là, ou je peux tout simplement vous les rendre et récupérer les 1 franc ou 2, ou automatiquement c'est un bon d'achat pour plus tard? Alors, dès qu'on dépasse les 1 franc, en fait, c'est une réduction qui va être déclenchée. Nous, on l'avait plutôt fait dans un système de fidélisation pour habituer les gens en fait, à le faire et à revenir et à reconsommer des produits toujours dans le système de consigne. En général, ça dépasse. En général, les gens utilisent leur réduction dès qu'ils atteignent les 1 franc. Donc, au pire, vous perdrez 1 franc. Ça ira. Ce que je trouve en fait assez dingue, c'est que tout ce que vous nous expliquez là, ça semble être la base d'un supermarché. C'est-à-dire, on a des références qu'on a choisies, on a des consommateurs qui viennent, avec en plus un système de fidélisation, on connaît nos producteurs. Mais on a tellement perdu la tête au sens large des choses que vous êtes je ne veux pas dire d'ovni, mais vous êtes la différence. Je trouve ça fou. En fait, je dirais que en termes marketing, on s'est tellement mis à différencier des positionnements marketing, essayer de chercher à plaire un peu à tous les consommateurs, qu'on s'est mis un peu à créer des produits toujours les plus extravagants, les plus élaborés. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un supermarché, il y a entre 5 et 10 000 références. Donc voilà, moi j'ai voulu revenir vraiment à cette essence du supermarché. Alors souvent je dis que c'est supermarché en 2 mots, pour revenir en fait à cette vision plus simple, plus minimaliste, qui est quand même complète. Après, on plaît forcément pas à tout le monde parce qu'on n'a pas tous les produits pour tout, mais on est obligé de faire des choix. Voilà. Fruits et légumes, boulangerie, crèmerie, viande et poissons, garde-manger, boissons, cosmétiques, maison. On est pas mal. On est pas mal. En termes de prix, alors je ne vais pas vous demander le prix de tous les articles, mais en règle générale, par rapport à des gros acteurs qu'on connaît bien, est-ce que vous serez forcément, j'imagine, un petit peu plus cher, mais quel est le ratio? Oui, on l'est un petit peu, parce qu'en fait, on n'est pas à qualité égale. C'est-à-dire que moi, mes noisettes, par exemple, viennent d'Italie, mon riz vient de Camargue, donc forcément, alors en revanche, comme j'achète en direct du producteur et que j'intègre cette chaîne de valeur, donc de marque et de distributeur à la fois,
j'arrive justement à réduire mes marges. Après, comme aussi on vend moins de produits entre guillemets gadgets, il faut voir aussi l'ensemble du panier. Vous consommez des choses plus saines, plus simples. Oui, je ne suis pas tenté par ce petit sandwich plein de Chacun ses chasteté vices, dedans, oui, voilà. Mais bon, je pense qu'on est tous tentés dans les supermarchés parce qu'il y a tellement d'abondance. Et donc, il faut voir aussi ça. Il faut aussi voir que souvent, quand on consomme bio, on va faire, ou dans le type de supermarché comme Organi, on va faire un peu plus attention aussi à ce qu'on achète. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 25% de gaspillage alimentaire. Donc, si déjà on répercute ces 25% de produits qui sont jetés sans être mangés sur juste le fait d'acheter des produits de qualité, en fait, l'équation, elle revient à peu près au même à la fin. J'aimerais qu'on termine avec un pourcentage, c'est ce que l'on se disait hors antenne, le montant que l'on met chaque mois dans notre consommation de fruits, de légumes, enfin voilà, ce fameux panier a drastiquement baissé. Oui, il est passé de environ 30%, hein, donc l'équivalent de ce qu'on dépense d'ailleurs aujourd'hui pour un loyer par exemple, à 8%, ou en tout cas moi les derniers chiffres sont autour des 10%. Souvent, en fait, je reviens et je rebondis un peu sur votre question d'avant sur le prix. En fait, il faut se demander pourquoi les produits qui ne sont pas chers ne sont pas chers. En fait, s'alimenter et le carburant en fait qu'on utilise tout simplement pour nourrir notre corps, il doit quand même être d'une certaine qualité. On rémunère aussi des producteurs qui doivent vivre dans des conditions, voilà. Donc en effet, le budget a drastiquement baissé. Pour autant, les gens n'ont jamais autant mangé, même en quantité. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est vraiment ce sur quoi nous on essaye de se battre justement, c'est que se battre sur les prix et se battre sur la qualité sans faire de concessions. Et j'aimerais déjà que l'on entende dans nos invités, qu'on entende un petit peu plus tard, justement sur ce sujet-là, si vous souhaitiez réagir. Je peux me permettre. Bien sûr, avec plaisir. Après, et juste pour faire le lien avec la nourriture, dans cette part des 8% de la nourriture, il y a une quantité phénoménale d'énergie aussi, qu'on utilise pour les transports, dans toute la logistique traditionnelle. Donc je pense que c'est un point à soulever aussi. Ça relativise aussi le prix de l'énergie et le prix de la nourriture. Vous avez tout à fait raison de le faire. Hein. Et puis même au sens large, non, un cheeseburger dans un restaurant, ça ne coûte pas 2,50 francs. C'est pas possible. On pourra donc aller découvrir à la terrassière Organi, ça s'écrit ORGAN. Et découvrir tout cela avec bientôt d'ailleurs la possibilité d'être livré directement à la maison en allant sur votre site internet. Exactement, on entame une seconde levée de fonds pour pouvoir développer tous ces projets. En effet, beaucoup de monde nous demande de lancer le site internet, il y a une grosse demande. Alors, il y en a un, mais c'est vrai que là, quand on clique dessus, on voit alors, pas grand-chose. Pour l'instant, c'est vraiment un site vitrine. Nous, on a donc le projet de livrer en fait tous nos produits dans Genève en 1 heure. On a aussi le projet de lancer une vraie ligne de cosmétiques Organi, beaucoup plus élaborée, qui serait assez révolutionnaire, avec une société qui me conseille là-dessus, qui s'appelle Sudolfactive d'ailleurs, qui est basée à Genève. Et voilà, donc on a plein de projets. On souhaite aussi ouvrir d'autres points de vente Organi pour vraiment devenir leader dans ce secteur-là. Vous reviendrez nous en parler. Et je précise, parce que ça, c'est quand même assez rare pour être signalé. Prenez-en de la graine aussi, les autres enseignes. C'est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h45 et le samedi de 8h à 18h45, à signaler également. Clarisse Piton, vous êtes donc la fondatrice d'Organi. Merci d'être venue nous voir. Merci Benjamin, merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Les économies d'énergie de cet hiver étaient-elles suffisantes pour l'hiver prochain? Bonjour Magat Tingley. Bonjour. Vous êtes responsable de projet politique à la CCIG. Nicolas Gaspo, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes project manager chez Swiss Electricity. Patrick Schmoutre, bonjour. Bonjour à vous. Directeur de la filiale énergie durable du groupe Serbeco. Alors, on va commencer par ce petit rappel. On a toutes et tous fait des efforts. Je rappelle aussi ce que nous demandait la Confédération, hein, mettre un couvercle sur le départ, prendre des douches à plusieurs et autres joyeusetés. Mais on a aussi fait d'autres types d'économies d'énergie, heureusement. Est-ce que ça a suffi, Morgane Tingley? A priori oui, parce que la lumière ne s'est pas éteinte durant l'hiver. Un hiver qui a été aussi plus chaud, hein, ce qui peut expliquer la situation qui est meilleure. Pas une bonne nouvelle non plus d'ailleurs. Qui n'est pas une bonne nouvelle, mais dans le cas précis, ça a permis de soulager un peu le problème. Et puis si on avait dû avoir la même discussion, mais au début de l'hiver, rappelez-vous, en automne, c'était beaucoup plus tendu. Donc on peut s'estimer à la fois chanceux, puis avec des conditions qui étaient réunies pour faire en sorte qu'on avait l'énergie disponible, mais ça on en parlera après. Par contre, nous, le message de la Chambre de commerce, c'est que oui, on a passé cet hiver avec une hausse des coûts, mais
un moindre mal peut-être en termes de conséquences. Par contre, c'est le moment de penser aussi à l'hiver prochain. Et puis, pour les entreprises, cas échéant, de se préparer avec des plans de continuité, pas dans un message alarmiste, mais pour pouvoir vraiment anticiper la situation et pas être pris en dernière minute, parce que si on y réfléchit à l'automne prochain, ce sera trop tard. Y penser aujourd'hui pour ne pas être alarmiste en octobre. C'est donc, ça. hein. Nicolas Gaspeau, vous accompagnez des entreprises. Quel bilan est-ce que vous, à travers les entreprises que vous accompagnez, vous tirez de tout ça? Alors, il y a plusieurs types d'entreprises. Certaines entreprises ont pris le taureau par les cornes et puis ont fait un certain nombre de mesures. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles savent maintenant quelles sont leurs consommations. Elles ont pris des mesures de réduction des consommations d'énergie. Et puis, elles ont aussi une idée en cas de besoin, en cas de pénurie, de savoir qu'est-ce qu'elles doivent couper, qu'est-ce qu'elles ne coupent pas. Il y a d'autres entreprises aussi qui, par contre, ne sont pas du tout préoccupées du sujet. On a l'impression qu'elles sont toujours dans le déni en disant non, ça fait longtemps qu'on nous en parle, mais ça n'arrivera jamais. Et puis je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Je pense qu'elles ont quand même intérêt de se préparer parce que les risques durant les saisons hivernales seront importants l'hiver prochain, mais ils seront aussi importants durant plusieurs hivers pendant pas mal d'années. Et on fait comment pour leur expliquer ça? Bon, j'espère que malheureusement, on ne doit pas arriver. Il y a des normes pénales. Hein, en cas de problème, c'est des problématiques pénales. Ce qui est dommage, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, on n'aura pas eu de répercussions cette année. Ce qu'il faudrait avoir une fois, c'est que sentir le vent du boulet pour comprendre que c'est un vrai problème, quoi. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont encore dans le déni. Alors, on peut toujours expliquer, mais tant qu'on n'a pas l'impression que ça va se matérialiser, c'est compliqué. Patrick Schmutz, Serbeco, on connaît bien cette entreprise, gestion de déchets, propreté, système de chauffage à bois également, on retrouve tout ça sur votre site internet, mais c'est vrai que c'est un logo que l'on connaît bien, celui de Serbeco. Comment on fait des économies d'énergie chez vous? Donc, il faut parler quel vecteur énergétique dont on parle. Je pense qu'il faut bien distinguer entre l'électricité, la thermie et puis les transports aussi, la logistique. Donc, typiquement, le groupe Serbeco est plus affecté sur l'électricité et les carburants parce qu'on est une entreprise logistique aussi. Donc, on analyse aussi déjà, comme vient de le dire M. Gaspeau, mais ça fait un moment qu'on fait du monitoring et puis on identifie exactement nos activités qui sont les plus énergivores. Et puis après, dans un ordre décroissant, on cite toutes nos activités clés ou pas clés pour prendre des mesures. Mais admettons, après je ne sais pas si vous aurez une réponse là tout de suite, mais admettons sur ce que l'on connaît, ce pourquoi on connaît bien Serbeco, le recyclage. Il faut quand même des camions qui viennent récupérer des containers, qui vont aller recycler. Qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dessus? Alors là, l'entreprise... Qu'est-ce que vous avez amélioré là-dessus, pardon? On améliore, alors ça va un petit peu aussi dans le même sens, mais on a commencé l'électrification de nos camions. Et ça part assez fort, je dirais. Et là, alors, on va parler en énergie finale, mais c'est de l'électricité qu'on consomme de nouveau, mais c'est moins d'énergie au final parce que le rendement est meilleur. Donc là-dessus, on a réfléchi là-dessus. Après, c'est des camions qui amènent sur le site Serbeco. Et là, on a un grand centre de tri très moderne, mais qui est aussi énergivore. Et là, on a aussi revu nos processus pour pallier à une éventuelle coupure ou un rationnement. Donc, on a vu tous ces processus pour pallier à ça. Ensuite, Serbeco, comme vous le dites, a aussi un rôle primordial dans la société genevoise. Et là, peut-être qu'il peut y avoir des exceptions parfois pour des services primordiaux. Il y a toujours des exceptions, et puis on n'est pas là d'ailleurs pour dire on fera jamais 100% de exactement tout ce qu'il faut, ça on le sait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même prendre ce taureau-là par les cornes, ce que vous avez fait. Quand on passe ce fameux centre de tri extrêmement moderne au crible, au pagne fin, en disant on peut améliorer ci, on peut améliorer ça, il faut que l'entreprise accepte d'aller dans ce sens-là. Ah ouais, c'est aussi notre seul revenu, donc on doit travailler là-dessus. Et puis, je pense qu'en ayant des processus bien définis, on sait exactement comment le faire et puis comment le répartir dans le temps éventuellement. Parce que si on a des coupures d'électricité, on le sait, ce ne sera pas pendant 24 heures ou 48 heures. Donc, on peut parfaitement adapter nos processus. Mais avant de ça, il faut créer un team du management de l'énergie, il faut avoir des buts, il faut avoir un monitoring et puis prendre les dispositions. Puis avoir une petite radio avec une manivelle qu'on remonte, comme ça on a une dynamo, on ne consomme pas du tout d'électricité. On continue de parler de tout ça dans quelques instants, vous restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. On continue de s'intéresser à nos économies d'énergie que nous avons toutes et tous fait cet hiver. Est-ce que c'était suffisant pour affronter l'hiver prochain et les hivers prochains? Nicolas Gaspeau-Prodec, manager chez Swiss Electricity, Patrick Schmutz, directeur de la filiale énergie durable du groupe Serbeco, et Morgane Tinguely, responsable de projet politique à la CCIG, sont toujours avec nous. Justement, les risques pour l'hiver prochain et puis peut-être aussi les changements par rapport à l'hiver dernier, notamment sur l'approvisionnement en énergie. Je ne sais pas qui veut commencer autour de cette thématique.
Alors, l'une des problématiques pour l'hiver prochain, c'est que, par exemple, la partie gaz, on a eu cette année la possibilité de remplir les réservoirs de gaz qui ne sont pas chez nous d'ailleurs, mais qui sont à l'étranger, avec en partie du gaz russe. Ça, c'est par exemple typiquement quelque chose qui ne sera pas possible l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous manquer pour faire nos réserves, nos stockages. Donc cette disponibilité-là, on ne l'aura pas, donc le risque augmente. Et nos barrages, par exemple, ils ne sont pas censés aussi nous fournir de l'énergie? Alors nos barrages, ils sont bien remplis maintenant. Donc pour cette partie actuelle, cet hiver, je pense que ça ne pose pas de problème. Par contre, pour toutes les personnes qui ont constaté la météo de ce mois de février, on voit qu'on a un mois extrêmement sec, avec très peu de réserves de neige accumulées qui ne vont pas se retrouver dans les barrages l'été prochain. Et oui, on a aussi des problèmes avec les nappes phréatiques, etc. etc. Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être, Nicolas? Patrick Schmutz, pardon, excusez-moi, je vous ai mélangé. Je pense que c'est important de souligner le fait que l'énergie est électrique, mais aussi thermique. Et puis en hiver, c'est à peu près 45% de toute notre énergie qui part en thermique. Et puis on a bénéficié cette saison d'un mois de décembre et novembre particulièrement doux et qui contribue aussi aux économies d'énergie. Et est-ce qu'on aura une température aussi clémente d'ici l'année prochaine? Ça reste à voir, mais c'est un gros facteur qui va beaucoup influencer les consommations et les économies d'énergie. Morgane Tinguely, autour de cette question. Oui, en fait, la Suisse, en tout cas au niveau de l'électricité, importe en hiver. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est un marché quand même global malgré tout. Et en France, actuellement, il y a une vraie sécheresse. Et du coup, les centrales nucléaires ont besoin d'eau. Et ça va poser des vraies questions en été. Et on verra comment on va s'en sortir l'hiver prochain. Donc, il y a plein d'inconnus qui font que l'approvisionnement énergétique sera à discuter, mais de manière assez rapide. Et il faut prendre des mesures aujourd'hui. Attendez, parce que moi, j'ai pas envie qu'on soit alarmiste, mais on a des... Tant mieux parce qu'il a fait extrêmement chaud, ce qui est aussi un problème. On va avoir ensuite des soucis avec nos barrages, il n'y a pas assez de neige. Maintenant, il y a des questions de remplissage pour les centrales nucléaires. Est-ce que ça va? Est-ce que le monde, je veux dire l'état du monde, de l'énergie, ou est-ce qu'il faut s'alarmer absolument maintenant, tout de suite, et s'enfermer avec un petit réchaud à gaz à la maison? Non, il faut... Alarmiste, d'accord, mais bon... Il faut savoir raison garder, puis je pense qu'il faut surtout planifier aujourd'hui. Je pense que c'est le dernier moment pour prendre les choses en main, le taureau par les cornes, et puis analyser justement nos consommations pour prendre des mesures adéquates, mais pas dans la panique. Justement, par rapport aux entreprises, comment est-ce qu'on fait pour analyser avant de prendre les mesures adéquates? Alors d'abord, ce qui est important, c'est de connaître ce qu'on consomme, c'est de connaître la quantité et comment. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une ligne de production ou plusieurs lignes de production, c'est intéressant de savoir pour une entreprise d'industrie, par exemple, de savoir qu'est-ce qu'elle consomme pour son bâtiment, qu'est-ce qu'elle consomme pour la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, de manière à pouvoir déjà avoir une idée des répartitions. Et puis, en fonction de ces répartitions, après, il faut aller un peu dans le détail. Et puis, en fonction du niveau de détail, on peut, par exemple, on voit dans l'industrie, on a beaucoup de gaspillage dû, par exemple, au temps de fonctionnement. Les temps de fonctionnement ne sont pas optimisés. Et puis, on a certaines fois beaucoup de démarrage, d'arrêt, démarrage, arrêt. Et puis, si on arrive à optimiser ce genre de choses, on arrive facilement à économiser de l'ordre de 10 à 20%. Ça a l'air simple quand vous l'expliquez comme ça. J'imagine que ça l'est beaucoup moins dans la réalité. Il faut repasser sur tous les process. Dans la réalité, il faut mesurer. Enfin, le premier point, c'est de connaître. À partir du moment où vous connaissez, ce qui est important, c'est de connaître les consommations. Et par exemple, dans les processus industriels, c'est vraiment de le faire en travaillant avec les acteurs de la production, parce qu'eux connaissent leurs besoins en termes de production. Nous, on arrive à interpréter les besoins en termes de consommation d'énergie. Et puis, on arrive, en se mettant autour de la table et en le faisant intelligemment, à optimiser l'ensemble des deux. On nous a dit, et on a facilement compris pourquoi, mais que l'énergie coûtait plus cher, mais il n'y a pas qu'un seul type d'énergie. C'est ce que vous abordiez il y a quelques minutes aussi, Patrick Schmutz, sur le côté. Il y a le gaz, il y a le mazout, Est-ce que les énergies ont toutes pris l'ascenseur, et est-ce qu'il y a des potentielles pénuries et pas une potentielle pénurie, pardon. Effectivement, l'électricité est un vecteur énergétique, c'est pas une énergie, c'est un vecteur énergétique. Et puis d'autres, tels que le gaz, comme l'a rappelé M. Gaspo, est venu plus ou moins bon marché aujourd'hui encore avec le gaz russe. Qu'est-ce qu'il adviendra cet hiver avec du gaz de schiste qui vient de plus loin aussi? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, quid du prix du gaz? Côté carburant aussi, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de carburant, mais il faut aussi du carburant pour faire tourner l'économie. C'est à peu près 30% de notre consommation aussi. Donc ça, c'est une vraie question aussi qui est peut-être un peu moins chaude aujourd'hui, mais il faudra aussi se la poser. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il faut faire je suis désolé, j'aime pas les anglicismes, mais un assessment de tout cela pour ensuite se poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses. Est-ce qu'il y a une énergie qui est meilleure qu'une autre? Est-ce que par exemple, peut-être, je sais pas, moi, le solaire peut répondre à des besoins qu'on ignore presque aujourd'hui?
Peut-être Morgan Tingley, je ne sais pas. Oui, mais en fait, il y a aussi de la production d'énergie, puis il y a de l'économie, ça on en a parlé. On a quand même progressé cet hiver, hors température, au niveau du canton de Genève. On a baissé de 5% la consommation de gaz et de 3% la consommation d'électricité. Et puis, surtout, on parle de panneaux solaires. Aujourd'hui, il y a 85% des toits du canton qui peuvent être équipés de panneaux solaires. Donc, oui, mais il y a un potentiel. Mais il faut le faire. Après, il faut aussi avoir la main-d'œuvre et puis l'équipement nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est que les possibilités, elles sont là. Et il y a du travail. Mais le truc, c'est que c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, on n'a plus beaucoup. Enfin, le temps devient limité et il faut agir assez vite. Oui, mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit ça. Mais aujourd'hui, on est quelque part face au mur, et puis on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin, parce qu'avant, l'énergie était aussi relativement peu chère et facilement accessible, et là, on a changé un peu de paradigme et de paradoxe, donc il y a un déclencheur et un stimulant qui est présent, et en tout cas, il y a une volonté politique d'aller de l'avant. Donc on va pouvoir, je l'espère déjà, faire son état des lieux pour pouvoir aller de l'avant, peut-être avec quelques bonnes idées à emprunter à la filiale énergie durable du groupe Serbeco dont vous êtes le directeur, Patrick Schmutz, ou alors en passant par Swiss Electricity dont vous êtes project manager, Nicolas Gaspo. Merci beaucoup messieurs d'être venus nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup Morgan Tingley d'être resté autour de la table. Pour la dernière fois d'ailleurs. Et oui, c'était ma dernière fois avec vous, en tout cas dans le cadre de la CCG, mais je me réjouis de revenir à l'occasion. Mais écoutez, avec plaisir, avec une autre casquette. Bon vent. Merci beaucoup à Nicolas Granger pour la préparation de cette émission, Noah Asherman pour la réalisation. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus.